Salut, c'est Thomas Rozek. What time is it? Game time! Je savais ce qui allait se passer. Je savais que quand Lauren Bess, la productrice et pivot de ce podcast, m'a fortement suggéré de regarder The Last Dance, la série documentaire que Netflix consacre en ce moment au parcours de Michael Jordan et de son équipe de 1998, je savais donc que j'allais replonger dans ce qui fut la toute première d'une longue liste d'obsessions. Car de 1995 à l'an 2000 environ, de mes 9 ans à mes 14 ans à peu près, j'ai essentiellement vécu pour la NBA, le basket américain, arborant fièrement un blouson Chicago Bulls dans la cour d'école puis du collège, collectionnant avec une ferveur de toxicomane les cartes, l'effigie de tous les joueurs, du plus obscur au plus fameux, et usant jusqu'à la trame les VHS de la Dream Team 92 et du All-Star Game 97, l'année où le regretté Kobe Bryant, qui en était à ses tout débuts, a gagné le concours de dunk. Face à ce rush de souvenirs qui m'ont fait passer du statut d'adulte, responsable, sûr de lui, à celui d'enfant, pleurant d'émotion au bout des 3 premières minutes de la série, et histoire d'exorciser un peu tout ça, vous avez compris que c'était douloureux, on a eu envie de se remémorer comment, dans les années 90, de Plougastel d'Aoulas à Strasbourg, une bonne partie des gamins de France s'est convertie à un sport dont ils ne faisaient qu'apercevoir la réalité. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Car oui, dans cette époque pré-internet qui donne l'impression quand on en parle d'avoir vécu au temps des dinosaures, il fallait donner de soi pour assouvir sa passion pour la NBA, soit en récupérant au prix d'un trafic digne des pires heures du marché noir les cassettes VHS enregistrées au milieu de la nuit chez les rares chanceux qui avaient à la fois un décodeur Canal+, un magnétoscope et des parents compréhensifs, soit donc en compulsant frénétiquement les magazines qui se faisaient l'écho du basket américain. Des magazines tenus puis entretenus par une poignée de pionniers à qui j'ai eu le plaisir de poser quelques questions pour revivre avec eux cette époque de conquête. Pascal Legendre d'un côté, désormais chez Basket Europe, l'une des plumes essentielles de la presse NBA française de cette époque, et Fabrice Auclair de l'autre, le patron de Basket USA, site de référence né sur le Minitel, et on en reparlera. Je leur ai demandé à tous les deux comment, dans les années 80 et 90, on faisait pour traiter et rendre compte d'un sport qui se jouait à des milliers de kilomètres, et ce, on y revient, sans l'apport d'internet. C'est Pascal Legendre qui répond le premier. Alors il y a eu plusieurs étapes. La première, c'était de s'abonner à des revues. Moi, je me suis abonné à Sports Illustrated, notamment en 78, à mes premiers guides américains à la même époque, également Basket Weekly, Basket Weekly, et ensuite d'autres quand Maxi Basket a commencé en 82. On était installé au Mans et chez notre libraire, qui était le libraire central, il y avait 2 exemplaires de USA Today, donc on aurait réservé un. Et dans USA Today, il y avait les résultats des matchs avec quelques articles, etc. Et puis après, on attendait d'avoir nos hebdos qui arrivaient avec un certain décalage qui était à peu près d'une semaine à l'époque. Donc ça a été la première chose. On a eu un photographe suisse qui nous a envoyé des photos tout au début, et ensuite on a eu des photographes directement aux États-Unis, notamment celui de New Jersey au départ, et puis plusieurs. Et ça s'est fait progressivement avec aussi je dirais les avancées technologiques qui ont permis après d'avoir l'information en direct grâce à Internet. Un exemple qui m'avait frappé à l'époque, parce que je croyais pas ça possible, c'est que c'est la première fois où on nous a envoyé des photos par Internet. J'ai halluciné, parce qu'avant nos photographes envoyaient ça par Federal Express, donc ça prenait quand même un certain temps, voilà. Puis tout d'un coup, on a eu des photos par Internet, on pouvait choisir. La NBA a créé un service photo, à peu près au milieu des années 90, ça a bouleversé complètement les choses. Moi, je suis devenu journaliste NBA en 95. Donc, en fait, je suis passé de fan, de joueur, entraîneur et fan, à directement, entre guillemets, dans le métier, quoi. Ouais. J'ai découvert comment les gens que je lisais au quotidien, donc à l'époque, Mondial Basket,
5 majeurs, Maxi Basket, ou même Georges Eddy, Eric Bénard, ceux qui nous le faisaient vivre à l'époque. Comment ils faisaient pour avoir de l'info? C'est-à-dire qu'on est en 94, 95, donc Internet, et voilà, on ne sait pas ce que c'est encore. C'est vraiment le tout début. Et donc, je découvre qu'on achetait USA Today. Donc, j'allais à Paris acheter USA Today à Odéon. On se sentait privilégié d'avoir l'info avec 24 heures de retard. C'était déjà énorme d'avoir l'info avec 24 heures de retard. Parce que finalement, quand on avait une info en direct, c'est quoi? C'est Magic Johnson, séropositif. Michael Jordan, la Dream Team, parce qu'ils étaient à Barcelone. Mais sinon, chaque fois qu'on voulait de l'info de basket américain, c'était avec du retard. C'était impossible d'avoir en temps réel de l'info. Donc, c'était impossible. Donc là, je découvre en 95 comment on peut avoir de l'info. C'est les débuts d'Internet. Alors, ça parlera à personne ou aux très anciens, mais on avait CompuServe, on avait un abonnement CompuServe qui nous permettait d'avoir dès le matin les box scores, les résumés de match. Pas vidéo, hein. Attention, même pas de vidéo, je parle de résumé de match. Et déjà, on arrivait, à l'époque, c'était déjà Basket USA, mais c'était sur Minitel. Voilà comment on arrivait à avoir de l'info, mais c'était toujours 24 heures de retard. Et c'était encore pire pour entre guillemets, le grand public, quoi. Il fallait attendre un mensuel. Parce que, voilà. Sport Action à l'époque, par exemple, aussi. Ou Georges Eddy, quand il y avait un match de diffusé, quoi. Ce qui, moi, me frappe, c'est comment ça se fait que c'est devenu un tel phénomène, justement malgré ces difficultés à avoir de l'info dessus. Parce que déjà, c'est devenu, on va dire, accessible pour les Européens. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des joueurs qui partaient là-bas. Mais ça reste des extraterrestres. À chaque fois qu'il y a un joueur qui vient en Pro A, on regarde le nombre de matchs qu'il a joué en NBA, et même s'il a joué 8 matchs, pour nous, voilà, il venait de la grande NBA, c'était un extraterrestre, quoi. Donc là, on commence à déjà toucher un peu du doigt. Après, ils viennent en France, les Lakers. Après, il y a la Dream Team. Et puis, il y a toute la culture NBA derrière, c'est-à-dire les chaussures, Air Jordan, les starters, les fringues, champion, la marque champion. Et pour moi, je lui ai déjà dit, mais s'il n'y a pas Georges Eddy, je ne sais pas si ça décolle en France. Par son enthousiasme, par sa connaissance, par son accent, qui fait qu'il a emmené tout le monde avec lui, quoi. Ça tient peut-être à rien, mais il suffit d'un super consultant pour qu'un sport qui était niche explose. Appréciez la claquette dunk de la semaine de Bonzi Wells de Portland. Alors, si on reprend les choses historiquement, effectivement, dans les années 60, le terme de NBA lui-même n'était pas connu en France. Ouais. On parlait de basket américain professionnel, c'est tout. Donc, il y a eu une amorce dans les années 70, notamment grâce à un journaliste qui s'appelait Jean-Jacques Maléval, qui a écrit un livre et surtout qui était pigiste pour l'équipe. Et donc, dans les années 80, nous, on a créé un magazine qui s'appelait Maxi Basket en 1982, et on a fait de l'initiation au basket américain, aussi bien NBA que NCAA. Et ensuite, il y a eu Canal+, qui en 85, je crois, a commencé à diffuser des matchs, mais au début, c'était complètement confidentiel, puisque Canal+ démarrait, il couvrait pas tous les départements français, il ne passait la première année que les matchs des Knicks, en plus c'était pas une bonne équipe. Enfin voilà, ça a commencé petitement. Et quand Michael Jordan est arrivé pour la première fois en France, lors de son année rookie, en 85, pour faire une promotion pour Nike, en fait, il y avait 2 journalistes qui étaient présents, 2 journalistes de Maxi Basket, dont moi, voilà, aucun autre. C'est pour dire que ça n'avait en France aucun impact. Et tout a changé entre ce moment-là et 1990, où il est revenu à Paris, et il y a eu une émeute avec toute une génération de jeunes qui ont complètement mordu dans ce phénomène-là. Il y avait un confrère qui avait dit que, justement, lorsque Jordan était venu à Paris en 1990, les gamins étaient venus voir qui était dans les pompes de Michael Jordan. C'est l'imaginaire des jeunes de cette époque-là qui a fonctionné d'une façon incroyable. Et c'est pour ça que les grands bénéficiaires à cette époque-là, ce sont les magazines.
et plus spécialement ceux qui se consacraient à 100% au basket américain comme 5 majeurs et Mondial Basket. Sachant qu'il y a eu les records de vente sont dans les années 92-93 et il y a eu pléthore de titres qui sont nés avec des déclinaisons sur des posters géants, etc. Enfin, ça a été une furia qui a duré comme ça 3-4 ans en fait. C'est le mythe américain qui a fonctionné à fond. Moi, je mets ça en parallèle avec le cinéma, avec la musique américaine, tout ça, quoi. En fait, c'est Hollywood. C'est une génération. C'est ce qu'on appelle la génération Jordan. Ce qui m'avait marqué, c'est que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde de football, on avait demandé aux joueurs de l'équipe de France quel était leur sportif préféré. Et de mémoire, je pense que c'est près de la moitié, ils avaient dit Michael Jordan. Je me demande aussi dans quelle mesure, et là encore c'est des souvenirs perso qui sont à la manœuvre, mais dans quelle mesure le basket américain a bénéficié d'une autre invention technologique avant le Minitel et avant Internet, qui était la VHS et la démocratisation du magnétoscope et de la VHS. Parce que moi j'ai le souvenir de tout un trafic de VHS, de matchs enregistrés, de All-Star Game enregistrés, parce que le All-Star Game était diffusé sur Canal+ aussi. Est-ce que ça n'a pas aussi beaucoup aidé à cette diffusion en France notamment? Oui, parce que en fait les Américains sont en avance sur la technologie et la NBA elle est en avance sur les autres grands sports américains en ce qui concerne justement ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Alors ça a été effectivement les cassettes. Alors, il faut savoir que moi aussi, à mon époque, on essayait de se procurer à la fin des années 70, au début des années 80, des cassettes de NBA. Il fallait avoir un magnétoscope tri-standard. Donc c'était très compliqué parce que c'était pas la même cassette qu'en France. Et donc après, oui, il y a eu les jeunes ont voulu se procurer des images parce qu'encore une fois tout le monde n'avait pas Canal+, et notamment des cassettes de Michael Jordan qui circulaient sous le manteau. Et puis après elles ont été produites en France, hein, donc là c'était plus facilement accessible. Et après, justement, je pense que la NBA a repris un second souffle très important donc depuis quelques années, parce que ils sont très très performants au niveau des réseaux sociaux. Donc notamment, pour ceux qui ont Twitter, on a une avalanche d'informations et d'images sur la NBA aujourd'hui. Ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 90. À propos des VHS, par exemple, moi je me souviens qu'on se faisait importer des cassettes VHS. Là encore, c'est du chinois pour ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, ou même peut-être moins de 30 ans. Donc ça mettait 15 jours à arriver, peut-être même plus, un mois. Et je me souviens avoir vu le All-Star Game 85 sur une VHS. Donc notre coach nous avait réunis chez lui et c'était la grand-messe, quoi. Voilà, on allait voir notre premier All-Star Game. Donc de mémoire, je crois qu'il y a Ralph Sampson qui fait 2,24 m et qui dribble comme un meneur. L'année d'après, on voit Spud Webb au concours de dunk. Donc le gars fait 1,70 m et il monte au plafond. Donc, mais c'était sous le manteau. Voilà. La VHS, vraiment, c'était sous le manteau parce que hormis le fait de, enregistrer Canal+. Donc déjà, il fallait avoir Canal+ à partir de 85 pour voir un pauvre match des Knicks. Voilà. Et on pouvait pas voir de NBA. Donc il fallait avoir des potes ou des contacts aux États-Unis qui nous envoyaient ça. C'était enregistré. L'image était souvent mauvaise. Mais voilà, c'était la même époque où MTV était aux États-Unis. Et c'était les premiers clips et nous, on n'avait rien en France. Donc pour voir les clips de hip-hop, on se faisait importer des cassettes de personnes qui nous enregistraient MTV pendant 5-6 heures pour voir un petit bout de clip qu'on verrait en France 6 mois après, quoi. Donc il y avait le côté pas pionnier, mais le fait d'avoir des choses avant tout le monde, quoi. Voilà. Et après, on pouvait en parler dans le vestiaire, on sortait des noms que personne ne connaissait, on avait l'impression d'être des initiés, quoi.
Qu'est-ce qu'il en reste culturellement de cette époque où moi j'avais la sensation que c'était vraiment absolument partout dans les années 90, la NBA. Il y a eu ces retombées légèrement quand même après. Mais est-ce qu'il en reste, d'après toi, culturellement quelque chose aujourd'hui encore? Il faut voir avec Last Dance, quoi. C'est-à-dire la nostalgie qu'il y a avec cette série, qui arrive en même temps à un moment où tout est à l'arrêt et tout le monde se concentre dessus. D'ailleurs, elle devait pas sortir en principe à cette époque. Elle devait sortir après la saison NBA. Là, ils ont accéléré la production pour pouvoir permettre de donner, entre guillemets, à manger aux fans de NBA. Et on s'aperçoit que moi, le premier, je suis nostalgique de ces années-là, quoi. Les Bad Boys, c'est un autre basket, beaucoup plus physique, avec des scores qui aujourd'hui nous font marrer, quoi. Des 92-86, même moins, beaucoup moins même. Et puis Jordan, quoi. Voilà. Aujourd'hui, puisque c'est la grande mode depuis 5-10 ans de dire quel est le meilleur joueur de tous les temps, et peut-être qu'il y a des gamins qui se disent mais pourquoi on nous bassine avec Jordan, quoi. Voilà, le Bryant. Et finalement, voilà, on comprend pourquoi c'était un phénomène et pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Il est arrivé. C'est lui, entre guillemets, qui a fait faire en sorte que la NBA elle est devenue mondiale avec David Stern. Et puis, c'est toute une histoire, des retraites, son père assassiné, il gagne 3 fois, il a jamais perdu une finale, 10 titres de meilleur marqueur. Voilà. Là, on se rend compte, et aussi, on se rend compte que voilà, les chaussures, c'est lui, la mode, c'est lui. Et voilà, je pense qu'aussi, ça existe parce que lui, il est resté entre guillemets, dans le business. Voilà, il a sa marque, il est milliardaire, il a une franchise NBA. Il fait le lien de 84 à aujourd'hui, quoi. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, j'ai vérifié, mon blouson Chicago Bulls ne me va plus du tout. C'est moche de vieillir. Merci à Pascal Legendre et Fabrice Auclair pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas lécher la barre du métro au hasard. Et à demain pour un nouvel épisode.